Merci à tous et toutes d'être présents ce matin pour cet atelier sur la présentation du crédit d'impôt pour la production phonographique. Cet atelier va être animé par France Talendier, qui est gestionnaire du CIPP. Donc merci beaucoup, France, d'être parmi nous pour faire ça avec nous ce matin. Cet atelier, du coup, est le dernier d'une série de 3 ateliers qu'on a organisés avec grand format, la FEVIS, Futurs Composés et les Allumés du Jazz. Donc les 2 précédents portaient sur le crédit d'impôt spectacle vivant et sur le fonds PEPS. Donc peut-être que vous y avez participé déjà. Voilà, on est ravis de vous voir nombreux ce matin. Pour vous dire aussi que cette série d'ateliers va se terminer durant l'été, mais on prépare une autre série d'ateliers plutôt pour l'automne-hiver prochain, qui portera notamment sur des sujets plutôt de santé, de prévention au niveau de la santé chez les musiciens notamment. Voilà. Donc, il est 10h06. Je vous propose, France, peut-être de commencer tout simplement, et puis j'admettrai éventuellement les dernières retardataires au fur et à mesure. Voilà. Ça marche. Alors, j'ai oublié de préciser, pardon, il y aura des temps de questions, évidemment, après chaque partie présentée par France. Donc, à ce moment-là, n'hésitez pas à lever votre petite main ou à écrire dans le chat, et je m'occuperai de transmettre les questions à France. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien le document? Oui. Ok. Donc, on va partir sur 2 gros points qui seront complétés à la fin par vos questions. Donc, on va commencer par les généralités sur le crédit d'impôt phonographique, présenter le cadre de référence global, un point de définition sur le crédit d'impôt, qui sont les bénéficiaires éligibles, les artistes-interprètes éligibles, les projets éligibles, les dépenses éligibles, ainsi que tout ce qui est lié au montant de dépenses et date d'éligibilité. Après, on attaquera le fonctionnement général, donc les grands principes de fonctionnement, le comité d'experts, la demande d'agrément provisoire, celle d'agrément définitif. Je vous ferai un petit exemple pour expliquer les gestions des délais sur un dossier. Et un point sur comment on obtient le crédit d'impôt. C'est un tout petit point sur la partie purement fiscale. Donc, avant toute chose, le crédit d'impôt, il existe depuis 2006, de point de vue législatif, et il est en fonctionnement technique depuis 2007. Les premiers agréments ont été délivrés dans le cadre du comité de mars 2007. Donc, il est cadré par la loi. Donc, vous avez 2 gros articles qui sont son cadre de référence. L'article 220 octis du Code général des impôts, qui va aborder les conditions générales d'éligibilité, les dépenses éligibles, les délais de dépenses et le point sur comment on obtient un agrément provisoire et qu'est-ce qu'il y a dans le dossier à y mettre. L'article 220Q, lui, vient plutôt compléter cet agrément en abordant la question de l'agrément définitif et de l'obligation générale des entreprises. Et pour faire fonctionner ces 2 articles, il y a un décret d'application, c'est le décret numéro 2006-1764 du 23 décembre 2006, qui en gros explique le fonctionnement général et technique des agréments provisoires, définitifs, du comité d'experts, de comment on obtient du crédit d'impôt, toutes ces choses-là. Ensuite, il y a un 4e grand texte, c'est le bulletin officiel des finances publiques, que vous pouvez aussi consulter en ligne, hein, comme les 4 autres textes, les 3 autres textes. Et c'est en gros la Bible du CIPP. C'est vraiment toutes les informations utiles sur le crédit d'impôt sont dans ce texte-là.
Je vous ai rajouté 4 petits textes qui sont utiles. Donc, l'article 46 quater 0YS du Code général des impôts qui indique les métiers éligibles, notamment sur les intermittents, et fait un rappel des opérations éligibles qui sont listées à l'article 224 du Code général des impôts. L'article 46 quater 0YT, lui, parle de la déclaration aux services fiscaux, comment ça marche, quel est le cadre légal pour ça. Et 2 décrets, donc celui du 30 mars 2020 qui va définir le seuil nouveau talent dont on va parler plus tard, et le décret numéro 2015-704 qui a été mis en place lors de gros changements qui sont intervenus Alors, c'est pas le 19 juin 2021, je viens de me rendre compte d'une erreur, c'est 19 juin 2015. C'est donc un décret qui concerne des mises en place législatives qui sont apparues à ce moment, en 2015 pour modifier les taux, certains seuils et la mise en place de la rémunération du gérant et qui indique la rémunération exacte du gérant de petites entreprises. Donc, le crédit d'impôt phonographique, c'est un dispositif fiscal qui cible les producteurs phonographiques qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés. C'est une aide publique, mais ce n'est pas une subvention. Donc, le principe, c'est de toucher un crédit d'impôt sur les sociétés pour des dépenses investies par l'entreprise dans le cadre d'un enregistrement phonographique musical qui a obtenu un agrément. Donc, du côté des bénéficiaires, de manière générale, il faut respecter 3 conditions. Donc, il faut être une entreprise, donc société ou association, de production phonographique, soumise à l'impôt sur les sociétés en France, et ne pas être détenue par un éditeur de services de télévision ou de radio, et respecter les obligations légales, fiscales et sociales générales aux entreprises. C'est donc l'activité de production phonographique, elle peut être l'activité principale de l'entreprise ou une activité secondaire. Donc, on peut très bien avoir un producteur de spectacles vivants qui a une petite activité de production phonographique qui peut bénéficier du crédit d'impôt phonographique. Donc, il y a 2 groupes qui sont éligibles. Donc, le groupe 1, ce sont les entreprises en contrat d'artiste, avec l'artiste-interprète ou en contrat de coproduction avec un producteur phonographique ou des artistes qui s'autoproduisent dans le cadre de leur entreprise. Et il y a un second groupe qui est prévu, également éligible, principalement orienté pour les dépenses de développement, mais on ne bloque pas sur les dépenses de production. Ce sont les entreprises qui sont en contrat de licence avec le producteur phonographique, notamment et aussi les entreprises qui ont acquis la bande master. Voilà. Et il peut y avoir des cas de coexploitation sans aucun souci avec 2 ou 3 entreprises qui travaillent sur le même projet et chacune peut bénéficier d'un agrément pour ses propres dépenses. Je fais un dernier rappel parce que ces derniers temps, j'en ai pas mal de ce genre de situation. Les entreprises qui ne sont que prestataires des entreprises nommées plus haut ne sont pas éligibles et les particuliers non plus. Donc, au niveau des conditions d'éligibilité suivantes, il y a ce qui concerne les artistes-interprètes. Donc, il faut que l'artiste-interprète soit nouveau talent, c'est-à-dire qu'il ne doit pas il ne doit pas dépasser un seuil de 100 000 équivalents ventes pour 2 albums distincts depuis le début de sa carrière. Donc, vous avez la définition d'un équivalent vente, c'est soit la vente d'un album ou le téléchargement d'un album, ou alors 1500 écoutes sur un site de streaming payant,
notamment ceux par abonnement. Donc, les écoutes sont comptabilisées par rapport à la durée qui doit être d'au moins 30 secondes par titre de l'album. Et on fait une pondération pour le cas des titres les plus écoutés de l'album. Alors, au niveau de l'application de ce texte-là, il y a des cas un peu particuliers. Si vous êtes sur un projet de multi-artistes du style compilation, on prend en compte la totalité des artistes participants au projet. Et s'il y a des artistes confirmés dans le lot des artistes, on va regarder si la majorité de l'enregistrement est interprété par des nouveaux talents. Et si c'est le cas, il n'y a pas de souci, l'œuvre est potentiellement éligible. Dans le cas où c'est une demande qui concerne un chœur, un orchestre, on prend le chœur dans sa globalité. Je veux pas, c'est pas la discographie de chaque musicien ou chanteur de l'orchestre qui intéresse. C'est vraiment le chœur ou l'orchestre lui-même qui compte. Comme si c'était un groupe. Voilà. Et si vous avez un projet avec des artistes principaux et des artistes secondaires qui sont invités, des featuring, ce genre de choses, vous pouvez indiquer leur réponse dans le dossier sans aucun souci. Ils apparaîtront pour information auprès des experts. Par contre, comme ils sont invités uniquement, l'œuvre, elle tourne plutôt sur les artistes principaux. Donc, tous les éléments de discographie doivent être orientés principalement vers les artistes principaux. Alors, maintenant, on va parler du projet. L'agrément, il concerne toujours un seul enregistrement d'au moins 3 titres qui devraient être publiés sur un support physique ou en numérique. Prenons un exemple. Vous avez un enregistrement qui est prévu, mais c'est un EP, mais il va y avoir un album qui va suivre dans la foulée. Ça peut être 2 agréments différents. Il faudra répartir les éléments budgétaires sur les 2 dossiers différents. Donc, tous les projets musicaux instrumentaux d'expression française, en majorité ou totalement instrumentaux d'expression française, sont éligibles, un peu entre guillemets par défaut. Sont éligibles également les enregistrements qui comportent des œuvres libres de droit. Donc, ce sont des œuvres dont les auteurs et compositeurs sont décédés depuis 70 ans, ces œuvres libres de droit. Concernant les autres enregistrements musicaux, majoritairement musicaux, normalement, ils ne sont pas éligibles, sauf si l'entreprise respecte des conditions de francophonie globale liées à la structure. Donc, le non francophone, ce sont les langues étrangères, éteintes ou inventées. Donc, la condition de francophonie, elle se base sur les productions d'un exercice ou production d'une année civile. Et vous vous basez uniquement sur les enregistrements d'expression, donc les enregistrements chantés qui sont chantés par des nouveaux talents et qui ne comportent pas de morceaux libres de droit. Donc, si dans un exercice fiscal, votre entreprise produit pour moitié d'enregistrements francophones sur le total des enregistrements chantés, alors les enregistrements non francophones peuvent potentiellement bénéficier du crédit d'impôt. Si l'enregistrement en produit moins de 50%, seuls les enregistrements francophones seront éligibles. Et dans le cas d'une micro-entreprise, il y a une toute petite particularité. On a baissé le seuil. C'est un enregistrement francophone qui ouvre droit au crédit d'impôt, un enregistrement non francophone qui est produit l'année au cours du même exercice. Alors, la définition de produit,
est assez floue, elle n'est pas du tout détaillée dans l'instruction fiscale, ce qui ne permet pas de tout à fait indiquer si c'est produit au sens de sortie, travaillé. Donc, vous êtes libre de la définition et le CNM ne va pas bloquer la délivrance d'un agrément pour un projet qui serait en langue anglaise, par exemple, parce qu'on sait que le calendrier de production d'une société peut changer. On laisse la responsabilité aux entreprises de déclarer les agréments, de déclarer les agréments en langue étrangère si elles sentent qu'elles vont respecter la condition de francophonie de manière globale. Si elles se rendent compte que ça ne sera pas le cas, elles peuvent très bien annuler l'agrément sans aucun souci. Les agréments qui n'ont pas donné lieu à un crédit d'impôt, ils ne sont pas engageants. Donc maintenant, on va parler des dépenses éligibles. Alors, les dépenses éligibles se font déjà dans un cadre géographique. Donc, le cadre géographique, c'est la France et les pays membres de l'espace économique européen. En gros, c'est les 27 membres de l'Union européenne, plus l'Islande, Liechtenstein et Norvège. La Suisse n'est pas partie. Donc, les opérations éligibles au crédit d'impôt doivent avoir lieu dans cet espace. Et si vous faites appel à des entreprises prestataires, qui sont des entreprises et industries techniques qui sont liées à la production phonographique, ces prestataires doivent être établis également dans l'espace économique européen. Donc, la dépense de studio aux États-Unis, au Royaume-Uni, elle n'est pas éligible. Enfin, au niveau de ces dépenses de prestations, qui sont éligibles au crédit d'impôt, elles sont plafonnées à 2,3 millions par entreprise et par exercice. Donc, au niveau des dépenses, vous avez donc des dépenses de personnel non permanent, des permanents, du gérant et après des opérations plutôt techniques. Donc, pour le non permanent, on va inclure tout ce qui est charges et salaires sociaux et les frais de nourriture, d'hébergement et de transport. Donc, dans le lot des personnels non permanents intermittents, vous avez bien sûr l'artiste interprète de la musique qui a signé le contrat d'artiste avec le producteur phonographique, ainsi que le chef d'orchestre, les artistes interprètes musiciens, les artistes de chœur, les artistes choristes, les diseurs, les artistes interprètes dramatiques, réalisateurs et ingénieurs du son, et une grosse partie de tous les techniciens liés à la production phonographique, à l'édition phonographique, et à la production de spectacles vivants qui sont également éligibles. Et je vous ai repris la liste sur cette slide. Donc, maintenant, le personnel permanent et le gérant de l'entreprise. Donc, on prend en compte les salaires et charges sociales inclus. Et ça correspond à la participation directe de ces personnels aux opérations de production et de développement. Donc, vous faites un calcul au prorata temporis, au temps effectif passé au travail sur l'œuvre en particulier. Donc, je vous ai mis les métiers qui sont éligibles au crédit d'impôt depuis le 1er janvier 2021. Il y a pas mal de nouveaux, tout ce qui est gestionnaire d'espace, gestionnaire de royauté, gestionnaire de paie intermittent, chargé de compta analytique. Ce sont des nouveaux métiers éligibles. Avant le 1er janvier 2021, ces métiers n'étaient pas du tout éligibles. Je vous ai mis donc aussi pour les opérations de développement, les métiers qui sont éligibles. Et donc, pour les dirigeants de petites entreprises, donc les TPE et les petites entreprises, la limite annuelle de salaire qui peut être prise en compte dans les dépenses éligibles est de 45 000 € par an.
Et petit rappel de droit social, et il n'est pas autorisé de faire appel à des intermittents à la place des permanents. C'est question, c'est marqué dans le Code du travail et dans la plupart de vos conventions collectives. Alors, au niveau des dépenses d'un point de vue technique, donc on prend en compte les opérations de production depuis le début des phases d'enregistrement de l'album jusqu'à la conception graphique de l'objet qui sera commercialisé. Donc, tout ce qui est utilisation de studio, location de studio, transport des instruments, du matériel, c'est éligible. Les activités de post-production, montage, le mixage, le codage, le mastering. Alors, mastering, c'est le mot technique, mais dans les textes de référence, ça apparaît sous le nom matrissage. Voilà. Et donc après, il y a tout ce qui est conception graphique de l'enregistrement. On prend en compte également tout ce qui est numérisation et encodage qui permettent de mettre les enregistrements sur les différentes plateformes ou de téléchargement ou de streaming. Et enfin, depuis janvier 2021, pour les agréments qui ont été demandés depuis janvier 2021, on a déplacé un petit bout des opérations de développement vers les opérations de prod. Et c'est tout ce qui concerne le clip, donc réalisation et production d'images. Si vous avez des agréments qui sont plus anciens, ces dépenses-là restent rattachées au développement. Alors, pour ce qui est du développement, donc, petit rappel, le développement, c'est ce qui permet de faire connaître l'enregistrement qui a été produit et l'artiste-interprète. C'est pour soutenir la carrière de l'artiste. Donc, on prend en compte les frais de répétition de l'enregistrement qui ont été objet de l'agrément provisoire et qui vont permettre la préparation et la réalisation d'autres opérations de développement. Ces opérations en question, ce sont les concerts de l'artiste en France et à l'étranger, la participation de l'artiste ou du groupe à des émissions de télé ou de radio dans le cadre de la promotion de l'œuvre. Et donc, ces deux opérations doivent être prévues dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence. La réalisation de produits et production d'images de toutes sortes, donc EPK, dossier de presse en images, documentaire musical, photos autres que les photos pour la pochette de l'album, et aussi les clips pour les vieux agréments provisoires. Tout ça, c'est éligible. Et enfin, il y a une dernière dépense éligible, c'est tout ce qui touche à la création du site internet de l'artiste ou du groupe. Donc, c'est la création, donc le fait de programmer le site, c'est pas l'achat publicitaire qui a derrière ça, c'est pas éligible. Et ces dépenses de développement, elles sont plafonnées à 700 000 € par enregistrement, tout producteur confondu. Donc, si vous êtes à plusieurs pour travailler sur un enregistrement, votre plafond global, il est à 700 000. Et si l'agrément a été demandé avant le 1er janvier 2021, le plafond par enregistrement, c'est l'ancienne méthode, il est à 350 000 €. Pour information, on s'est renseigné auprès des services juridiques du ministère. Si vous avez deux entreprises qui n'ont pas obtenu un agrément à la même période, un avant janvier 2021 et l'autre après janvier 2021, le calcul des plafonds se fait avec il a été décidé que le plafond serait de celui de 350 000 €. Donc, je vous ai listé aussi quelques dépenses qui ne sont pas éligibles au crédit d'impôt. Donc, tout ce qui est lié à la fabrication de l'enregistrement, la SDRM et le pressage, ça, ce n'est pas éligible. Ce n'est ni de la production, ni du développement. Les factures de publicité, y compris sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas des entreprises techniques qui sont liées à la production phonographique. Ce n'est pas leur métier. L'achat d'un studio, ça, ce n'est pas éligible.
L'achat d'un piano, non plus. Par contre, tout ce qui est petit matériel, ça, c'est éligible. Les cordes du piano, les cordes de la guitare, l'achat d'un micro, ça, c'est éligible. Les frais d'assurance et de structure de l'entreprise, ce n'est pas éligible. Il faut que vous puissiez cibler chaque dépense dans le cadre d'un enregistrement pour lequel vous avez obtenu l'agrément. Et parmi ce qui est inéligible aussi, c'est tout ce qui est opération effectuée hors délai, donc avant l'obtention de l'agrément provisoire et après le délai maximum prévu par l'article 224, qui est 18 mois après la fixation. Et aussi les opérations qui sont effectuées en dehors de l'espace économique européen. Alors, au niveau des montants, donc le montant du crédit d'impôt se calcule en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, si pour la plupart des entreprises, il est de 40%, et pour les plus grosses entreprises, les très grosses, c'est 20% des dépenses éligibles. De votre total de dépenses éligibles, vous déduisez les subventions publiques qui sont à raison des dépenses éligibles. Si vous avez des anciens agréments, les taux ils sont à 30% et 15%. Donc, parmi les subventions publiques qui sont à déduire, on retrouve les aides du CNM, du style le fonds phonographique, les fonds phonographiques, le fonds PEPS, les aides des DRAC qui peuvent être des aides à la production ou au développement, et d'autres crédits d'impôt qui seraient similaires et qui concerneraient des dépenses de même nature. Le crédit d'impôt, il est plafonné à 1,5 million par exercice fiscal et par entreprise. Pour votre information, l'État il a versé 17 millions d'euros en 2020 et contre 11 millions les 3 années précédentes. Et je pense qu'on va dépasser les 20 millions pour l'exercice 2021 avec l'augmentation des plafonds et des taux. Alors, les délais pour les agréments, pour les dépenses éligibles, donc les dépenses éligibles sont éligibles à compter de la date de réception de votre demande d'agrément provisoire par le CNM. C'est la règle depuis le 31 juillet 2020. Précédemment, c'était la date du comité d'experts où on délivrait l'agrément qui ouvrait les droits. Et la fin des dépenses éligibles, elle intervient 18 mois après la fixation de l'œuvre. Alors, fixation, c'est un terme qui est uniquement défini dans l'instruction fiscale, qui peut apparaître pour d'autres aides, mais qui ne sont pas définies de la même manière. Donc, soyez prudents sur ça. Donc, pour le CIPP, la fixation, c'est soit le mastering, soit l'obtention des codes ISRC. Et si vous ne pouvez pas justifier des dates exactes de ces opérations, c'est très souvent le cas, vous pouvez utiliser la publication de l'enregistrement. Et publication, c'est généralement la commercialisation de l'œuvre. Et commercialisation ou même publication à titre gratuit, il n'y a pas d'obligation que ce soit une publication commerciale. Est-ce que vous avez des questions sur les conditions d'éligibilité ? Alors, il y a quelques questions dans le chat. On va commencer par ça. Et puis, si vous avez d'autres questions, je vous laisse lever votre main. Je vous donnerai la parole. Alors, dans le chat, j'ai de Gaz et Léicon. Bonjour. 95% des projets de notre structure sont 100% francophones. Un projet porté par un compositeur français, mais avec une chanteuse suédoise, est donc éligible, n'est-ce pas ? Oui, alors la nationalité des chanteurs n'a pas d'importance, elle n'est pas prévue. D'ailleurs, c'est un facteur discriminant, c'est interdit en fait de prendre en compte la nationalité des artistes. C'est la langue qui compte. Si 95% des projets sont francophones, les 5% restants qui seraient chantés, s'ils sont chantés, sont potentiellement éligibles. Bonjour, excusez-moi, une petite précision. En fait, ce sont que des projets instrumentaux.
Les autres, il n'y a pas de champ. Ah, ouais. Sur les 95%? Oui. Alors, non. Alors, dans ce cas-là, ça change, puisque la condition de francophonie, elle se calcule uniquement sur le socle de ce qui est chanté. D'accord, donc si c'est le seul projet chanté dans le collectif, eh ben, il ne sera pas éligible parce qu'il faut un projet chanté en regard de cet enregistrement en suédois, par exemple. D'accord, ok. Merci. Alors, question suivante. Donc, CMDL, Chantal Charlier. Dans les 50%, peut-on prendre en compte les enregistrements uniquement instrumentaux? Alors, pour le 50%, ce que je disais tout à l'heure, c'est uniquement sur du chanté. La condition de francophonie qui permet ou pas de faire rentrer des albums en langue étrangère ne se calcule que sur des œuvres chantées par des nouveaux talents et qui ne contiennent pas de morceaux libres de droit. Donc, si vous avez que des instrumentaux, ceux-là sont éligibles un peu par défaut, en fait. Ils ne sont pas du tout sortis des projets éligibles. Ok. Alors, du coup, question de Pégazélicon. Que vous parlez des zones géographiques, vous avez précisé que ces dépenses sont plafonnées. Pourriez-vous préciser ce qui est plafonné? Les dépenses de prestation, en fait. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de mettre une petite séparation. En fait, de manière générale, toutes vos opérations, elles doivent avoir lieu dans un contexte géographique particulier. Et qu'elles soient en dépenses de personnel ou en dépenses où vous faites appel à des prestataires. Si vous faites appel à des prestataires, il faut que à la fois ces opérations aient lieu dans l'espace économique européen, et pour ce que vous allez verser à vos prestataires, vous pouvez verser autant que vous voulez, mais vous êtes plafonné à 2,3 millions de dépenses par an. Est-ce que j'ai été claire sur ce point? Christelle Oui, et 2,3 millions, on est large, merci. Ouais. J'ai jamais vu du dépassement de 2,3 millions. Voilà. Je pense qu'ils sont basés sur d'autres crédits d'impôt pour cette somme-là, potentiellement vers le cinéma ou ce genre de choses. Merci. Ok. Alors, autre question de Laurie Campenet. Bonjour. Est-ce que les déplacements des musiciens et leur hébergement au moment de l'enregistrement studio sont éligibles? Alors, on a un problème dans le juridique là-dessus. C'est rien marqué. Donc, il y a une jurisprudence un peu interne, mais il faut qu'on mette ça sur le papier, qu'on mette ça dans un PV signé par le CNM, de manière à protéger les producteurs, pour indiquer que mais on préférait que ça soit les services juridiques quand même du ministère qui nous mettent ça vraiment dans les textes, que les déplacements, l'hébergement, la nourriture des artistes soient pris en compte dans les dépenses de personnel. Pour tout type de dépenses de personnel de manière générale. Parce que là, elles apparaissent uniquement dans le cas de dépenses de développement et dans des cas de frais techniques indispensables à la réalisation de la tournée, par exemple. Et, manger et dormir, ça ne me semble pas être un frais technique. Ok, alors, question de Charlène. Bonjour, vous avez évoqué les frais de nourriture, d'hébergement et de transport des personnels non permanents dans les dépenses éligibles. Dans quelles conditions, uniquement si ces frais sont intégrés au PAI, ou ce serait possible si remboursement sur note de frais, ou sinon, s'ils sont pris en charge directement par le producteur? Alors, la prise en charge par le producteur, ça c'est embêtant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a ce problème d'un point de vue légal qui est pas très très clair et qu'on essaye d'affiner. Vous avez la possibilité sur une fiche de paie d'y intégrer des avantages en nature. Les avantages en nature, c'est la mise à disposition de services ou de biens d'une entreprise à un employé, quel que soit le statut de cet employé. Donc, si vous déclarez sur la fiche de paie et ou sur le contrat, et je crois que c'est plutôt sur la fiche de paie, que vous avez versé X euros pour
des frais de nourriture, d'hébergement, de transport des personnels. Il y a des indications sur le site de l'URSSAF sur des avantages en nature qui sont plutôt bien détaillés et assez explicites là-dessus. Et là, je pense qu'il n'y a aucun problème pour faire rentrer ça. Tant que c'est bien noté clairement sur la fiche de paie que l'entreprise a pris en charge telle dépense. Ok, merci. Alors, il y a encore quelques questions. À Lucille. Bonjour, les subventions à déduire des 40% des dépenses éligibles concernent-elles les aides phonographiques ou concernent-elles toutes les aides perçues par la structure? Alors, ce n'est pas toutes les aides perçues par la structure, c'est les aides publiques, premièrement. Si vous avez des aides privées, on en reviendra un peu plus tard là-dessus, mais les aides privées du style SCPP, SPPF, ADAMI, toutes ces structures-là, les aides que vous pouvez percevoir de leur part, ça, ce n'est pas du déductible. Donc ça, vous le conservez, il n'y a aucun souci. C'est plutôt des aides qui proviennent de services de l'État et on ne prend en compte dans le déductible de votre total des dépenses éligibles uniquement les aides qui concernent une dépense qui est éligible au crédit d'impôt. En gros, le principe, il est simple. L'État, il ne va pas verser 2 fois une aide à une entreprise pour exactement la même chose. Donc, soit vous choisissez de percevoir une seule aide, soit vous percevez les deux et vous déduisez une des aides de l'autre. Voilà. Okay. Alors, je vais un peu plus clair là-dessus. C'est que vous faites votre total de dépenses, vous retirez votre montant de subvention et après, vous calculez votre crédit d'impôt. Vous ne faites pas votre déduction d'aide sur le montant de crédit d'impôt. Parce que sinon, vous n'aurez plus rien à la fin. Voire des montants négatifs. Ça, c'est pas possible, sauf si c'est un cas de remboursement de crédit d'impôt trop perçu réellement, suite à une erreur de calcul, par exemple. Ok. Alors, 0 condition de nationalité des musiciens. Ils peuvent même venir de la Lune, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, après, donc, on a Mélisme. Si un projet a déjà été enregistré, le disque n'est pas encore sorti, peut-on déposer un dossier d'agrément provisoire pour les dépenses restantes et l'exploitation qui suit? Entre parenthèses, j'ai donc compris que toutes les dépenses intervenues avant le dépôt ne sont pas éligibles. C'est ça. Donc, il ne faut pas tarder. Vous déposez rapidement votre dossier au CNM. Et voilà. Une dernière question de Pégase. Donc, seuls les repas sur fiche de paie sont éligibles et pas ceux sur note de frais. Les notes de frais, généralement, elles sont censées apparaître dans les documents, sur les fiches de paie, il me semble. Il doit y avoir une indication ou alors ça doit être déclaré à l'URSSAF, ce genre de choses. Donc, je pense que vous pouvez sans problème les justifier comme quoi c'est réglo. Alors, une nouvelle question de Charlène. Concernant les subventions à déduire, si on a une aide au projet de la région pour une résidence globale, création d'un spectacle plus enregistrement, on ne peut déduire que la partie de la sub qui aide le disque. Après, ça dépend. Dans la partie création du spectacle, si vous avez des dépenses qui sont aussi éligibles au crédit d'impôt phonographique, parce que le spectacle, ça fait partie du groupe concert tourné. Oui, pour le CIPP, la forme du concert, ça peut être aussi bien un showcase que participation à un festival, à des concerts dans des grandes salles, petites salles, ça n'a pas d'importance du tout. Donc, si votre création de spectacle elle comporte des dépenses qui sont éligibles au crédit d'impôt et que vous souhaitez bénéficier du crédit d'impôt sur ces dépenses-là, il faudra déduire un petit peu plus que la partie production du disque. Mais vous pouvez très bien
ne pas déclarer les parties création de spectacle si vous bénéficiez pas du crédit, si vous déclarez pas des dépenses qui sont liées à la partie spectacle dans votre budget auprès des impôts. Est-ce que j'ai été claire? Je suis pas sûre, hein, mais dites-moi si je suis pas claire sur mes réponses. Oui, n'hésitez pas à prendre la parole en Oui. levant la main aussi. C'est plus sympathique que par le chat aussi. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, ah oui, une qui est arrivée. Donc, Marie-Laurence de Jazz d'Or, l'Esprit de Jazz d'Or. Petite demande de précision. Quid des subventions globales au projet de la structure? Exemple, convention c'est la SMAC. structure. C'est la structure. Donc, c'est pas de l'aide au projet, en fait. Donc, a priori, c'est pas déductible. Okay. C'est pareil, hein, pour certaines aides de DRAC qui sont des aides plutôt à la structure, c'est pas déductible. Je pense aussi à certaines aides Covid qui ont été versées par l'État pour toutes les entreprises, quel que soit leur champ d'activité, quelques milliers d'euros. Ça, c'est pas du déductible. Par contre, il y a eu des aides qui ont été versées par le CNM dans le cadre de fonds, de relance, etc. On a des grosses interrogations là-dessus parce que c'est des grosses aides d'un point de vue financier. Ça fait baisser énormément les montants de crédit d'impôt, voire la totalité du crédit d'impôt dans certains cas. Et on a demandé à Bercy si c'était vraiment à déduire ou pas à déduire, parce que sur le papier, c'est pas très très clair, puisque c'est vraiment de l'aide à la structure. Ça a été prévu comme une aide à la structure, et on attend depuis mars-avril une réponse de leur part. On relance toutes les semaines et on n'a pas plus de nouvelles. C'est le ministère de la Culture qui chapeaute ce genre d'interrogation auprès de Bercy. D'autres questions sur l'éligibilité? On attaque la suite? Écoutez, je pense qu'on peut, vous pouvez poursuivre, je pense. Okay. Alors, je reprends le partage. Donc, au niveau du fonctionnement général, il y a un fonctionnement administratif et un fonctionnement fiscal, on va dire. La partie fiscale, c'est Bercy qui gère, c'est votre contrôleur des impôts, c'est votre service qui gère votre impôt sur les sociétés que vous déclarez annuellement. Et moi, je m'occupe que de la partie administrative. Je peux vous donner 2-3 informations sur la partie fiscale, mais ce n'est pas dans mon champ de compétences. Donc, je ne pourrais pas beaucoup vous aider. Je vais vous donner 2-3 informations, mais ça sera plutôt à la fin. Donc, côté administratif, pour bénéficier du crédit d'impôt phonographique, il faut que le projet soit agréé. Donc, il faut un agrément provisoire qui ouvre les droits au crédit d'impôt et un agrément définitif qui vient, lui, fermer le dossier et indiquer que vous étiez potentiellement complètement éligible. Voilà. Donc, l'agrément provisoire doit être déposé au CNM par mail avant l'engagement des dépenses, de préférence avant, hein, bien sûr. Si vous ratez la date d'envoi, ce n'est pas très grave, mais on va prendre comme date de réception le moment où on reçoit le dossier. Le dossier est instruit par le CNM, puis présenté en comité d'experts, et on va notifier la décision. C'est le président qui notifie, qui signe les courriers, suivant l'avis du comité d'experts. On va regarder si le dossier il est a priori complet et recevable, et s'il n'y a pas de problème d'éligibilité. S'il n'y a pas de problème d'éligibilité, en gros, c'est automatique, l'agrément est délivré. S'il y a un problème d'éligibilité, dans le cadre de l'instruction par le CNM, on revient vers vous, on vous pose des tas de questions, parce qu'il peut s'agir d'une erreur dans le document, ou alors, soit le dossier est pas complet et pas recevable, dans ce cas-là, je ne présente pas au comité d'experts, et dans certains cas, on annule le dossier parce que il n'est pas du tout recevable.
Et on ne va pas plus loin que ça. Et l'agrément définitif, quant à lui, doit être demandé après la publication de l'enregistrement, à la fin des dépenses éligibles, et obtenu au plus tard 24 mois après la fixation, dans le cadre d'un des comités d'experts organisés par le CNM. Je conseille de ne pas s'y prendre à la dernière minute pour la demande d'agrément définitif. Faites bien attention à respecter les délais. Donc, le dépôt doit être fait avant la fin du délai. Je conseille 3 mois avant la fin du délai. Vous avez généralement suffisamment de temps pour préparer votre dossier avant. Comme ça, on peut instruire, revenir vers vous s'il y a un souci sur des pièces ou s'il manque des pièces, présenter en comité d'experts, et puis même chose que pour l'agrément provisoire. Le président vous signe une notification d'agrément en suivant l'avis du comité d'experts, ou un refus si les conditions d'éligibilité ou les délais ne sont pas respectés, bien entendu. Donc, je vous parlais d'un comité d'experts, donc c'est lui qui émet les avis concernant la délivrance des agréments. Donc, il est composé de 5 personnalités. Donc, c'est le président du CNM ou son représentant qui préside le comité. Avec lui, il y a le représentant de l'IPSIC, normalement c'est le directeur, mais généralement c'est quelqu'un du service aux entreprises qui vient, un représentant de la SPPF, un représentant de la SCPP. Ah, j'en ai raté un. Oui, voilà. Il y a le directeur général des médias et de l'industrie culturelle ou son représentant, et le DGMIC et le DGCA ou son représentant qui passe aussi qui siège lors du comité. Alors, le rôle du comité d'experts, c'est de vérifier que l'agrément qui a été sollicité remplit bien les conditions d'éligibilité, a priori, pour la demande d'agrément provisoire, et avec certitude au moment de l'agrément définitif. Donc, on se base sur les dossiers. On vérifie les dossiers avec l'aide d'Internet. Voilà. Et on présente donc, et c'est une fois que les experts ont précisé leur avis, le président du CNM va délivrer un agrément qui suit l'avis du comité d'experts, conformément à l'article 224 du Code général des impôts. Le comité se réunit 6 fois par an en moyenne. En 2021, donc, dans le cadre des 6 comités, il y a eu 2722 dossiers qui ont été examinés pour 1926 agréments provisoires et 796 agréments définitifs. D'année en année, on augmente. Depuis 2015, j'ai à peu près fait x2 en nombre de dossiers présentés en comité d'experts. Voilà. Donc, pour les demandes d'agrément provisoire et demandes d'agrément définitif, la règle, elle est la même. C'est que vous nous transmettez vos dossiers par mail à mon attention. Il est possible qu'on mette en place une adresse générique dans un prochain temps. Alors, c'est la règle actuelle parce que on est en train de dématérialiser les crédits d'impôt. Et par la suite, vous, certainement à partir de cet hiver, si on s'en sort, ou du printemps prochain, vous déposerez vous-même vos dossiers de demande d'agrément par l'intermédiaire de mon espace sur le site du CNM. Alors, il n'est plus donc plus besoin de nous envoyer les dossiers par voie postale. Et donc, on vous demande de respecter une série de formats parce que c'est compliqué à traiter un dossier qui nous arrive par mail avec 3-4 types de documents différents au niveau des formats. Certains formats, en plus, ne sont pas exploitables. Donc, que du PDF. Vous êtes libre de votre présentation de votre dossier. Il peut être fusionné ou pas fusionné. Un dossier par enregistrement par agréé.
Donc, si vous avez plusieurs enregistrements à agréer, vous nous faites le nombre de dossiers correspondants. Vous pensez bien à remplir et signer, dater les formulaires et déclarations sur l'honneur. Et vous êtes pour l'instant libre de la présentation des dossiers. Par la suite, on vous présentera des dossiers à remplir. Là, on est en cours de finalisation des modèles. Ils ressembleront aux dossiers pour toutes les aides du CNM. Voilà. Si vous fusionnez vos pièces de dossier, vous respectez l'ordre des justificatifs et vous faites attention à ne pas mélanger les pièces des dossiers. J'arrête pas d'avoir ce genre de choses ces derniers temps. Et c'est assez compliqué à traiter un dossier où on a un budget sur une page et qui commence sur une page et qui finit 5 pages plus loin. Et entre 2 pages, j'ai une déclaration spéciale et une liste de prestataires. Alors, faites aussi attention à la présentation des pièces. J'ai des documents qui m'arrivent illisibles parce que j'ai surligné, les éléments importants sont surlignés, sont d'une couleur foncée et ça masque complètement les informations. Donc, je suis obligée de renvoyer les dossiers en disant je n'arrive pas à vous lire. Et on ne présente que les dossiers complets et recevables en comité d'experts. Les dossiers qui ne sont pas complets, on les reporte. Alors, vous faites bien attention de respecter les délais d'obtention des agréments. Donc, ne tardez pas pour les demandes d'agrément provisoire et de limite. Et on a donc les calendriers des comités d'experts sont présents sur le site internet. Et vous pouvez avoir, vous avez le calendrier avec les comités, les dates limites de dépôt de dossier. Actuellement, la date limite des dépôts, c'est 1 mois avant le comité d'experts. Et pour information, avec l'augmentation du nombre de dossiers, je n'arrive plus à respecter les délais de 1 mois avant le comité. Donc, les dossiers qui sont arrivés, une grosse partie des dossiers qui sont arrivés pour le comité du mois de mai, je n'ai pas pu les traiter. Ils seront présentés dans le cadre du comité du mois de juillet. Donc, la demande d'agrément provisoire, elle correspond, donc actuellement, c'est un formulaire de demande d'agrément provisoire qui doit être complété, totalement complété, s'il vous plaît, daté et signé. Et c'est un formulaire par projet d'enregistrement. Donc, si vous voulez agréer un EP et un projet d'album pour un même artiste, il me faut 2 dossiers. À cela, vous ajoutez la liste des enregistrements qui sont susceptibles d'être produits la même année que le projet d'enregistrement pour lequel vous faites la demande d'agrément provisoire. Ensuite, il me faut la discographie de l'artiste-interprète et le résultat d'unités vendues, ou alors vous indiquez à côté la liste des albums, ceux qui ont des certifications, histoire que ça nous donne un bon aperçu. Vous me transmettez 2 déclarations sur l'honneur qui indiquent que le projet a été réalisé par des entreprises établies dans l'espace économique européen et que les opérations auront lieu dans ce même espace, que le projet sera enregistré par un artiste nouveau talent et que l'entreprise connaît et appliquera la condition de francophonie le cas échéant. En gros, c'est ce que indique la première déclaration. Et la seconde déclaration, c'est une déclaration sur l'honneur, comme quoi la société va respecter les conditions légales, fiscales ou sociales. Enfin, si ce n'est pas société, ça peut être association, il n'y a pas de souci. Il me faut un budget prévisionnel qui est orienté sur les dépenses éligibles au crédit d'impôt phonographique et la liste des prestataires pressentis. Si votre entreprise, elle demande pour la première fois un agrément ou si elle a modifié son activité, ses statuts, son adresse ou son organisation, on préférait que vous nous transmettiez un cabis récent. Ça nous permettra de créer votre fiche sur le site du CNM et de compléter même certaines données que vous avez communiquées pour ceux qui sont déjà affiliés par l'intermédiaire de mon espace. Alors, l'affiliation, elle n'est pas obligatoire, mais ces éléments-là nous permettent de mieux connaître les entreprises.
Et si vous êtes une URL ou une association, vous assurez bien que vous êtes assujetti à l'impôt sur les sociétés avant de faire votre demande d'agrément. Donc, pour la demande d'agrément provisoire, je ne présente pas tant que le dossier n'est pas complet. Vous avez 1 an pour compléter le dossier. Et une fois que le délai est passé, la demande elle est déclarée caduque. Pour la demande d'agrément définitif, donc c'est toujours aussi un formulaire qui a complété, daté, signé, tamponné. Il faut un document comptable certifié par un expert comptable qui indique le coût définitif des opérations, les moyens de financement et le détail des dépenses qui ont été engagées pour l'œuvre. Un justificatif de publication faisant apparaître le titre de l'enregistrement, l'artiste-interprète ou le groupe et la date de publication. Par exemple, ça peut être une impression à écran d'un site marchand, d'un site d'écoute, de téléchargement. Il me faut aussi donc un justificatif qui indique la date de fixation de l'œuvre. Donc, c'est soit, je vous rappelle, la fixation, c'est soit le matrissage ou mastering, soit l'obtention des codes ISRC, soit c'est, si vous ne pouvez pas indiquer ces 2 dates, ce qui est souvent le cas, hein, parce que les factures des prestataires qui se chargent de faire les masterings ou l'obtention des codes ISRC pour la SCPP et SPPF, par exemple, n'indiquent pas forcément la date où le travail a été fait. Donc, à défaut, vous utilisez la date de publication sans aucun problème. Donc, il me faut la liste complète des personnels permanents et non permanents qui ont été employés par l'entreprise de production pour les opérations de production et de développement de l'œuvre, une attestation de versement de cotisation de sécurité sociale du style URSSAF audience, etc., etc. Une seule me suffit, hein, il n'y a pas de souci. De préférence, moins de 6 mois. La liste nominative des prestataires auxquels l'entreprise de production a fait appel pour travailler sur l'œuvre, et des extraits des contrats d'artistes ou de licence qui permettent de justifier les dépenses de concert et de participation à des émissions de télé ou de radio, si vous êtes concerné par ces opérations. Donc, histoire de comprendre un peu comment ça fonctionne au niveau des délais, je crée une petite histoire. Donc, 1er août de 2022, l'entreprise X va bientôt procéder à la production d'un album. Donc, elle pense commencer la production le 1er septembre 2022. Et elle prévoit une commercialisation au 15 décembre 2022. Donc, elle transmet quelques temps après le 1er août, le 2 août par exemple, sa demande d'agrément provisoire au CNM par mail. On examine le dossier et on la soumet en comité d'experts mi-septembre de la même année. Et a priori, les conditions d'éligibilité sont respectées. Donc, le président du CNM délivre un agrément provisoire qui indique que les dépenses sont éligibles depuis le 2 août 2022, la date où on a reçu le dossier. Il indique aussi quelle est l'œuvre qui est concernée et les délais pour l'obtention de l'agrément définitif. Donc, l'entreprise se met à travailler sur le projet, les opérations de production se passent bien, le mastering a lieu fin septembre, et on ne sait pas trop la date. Le studio qui s'est occupé de ça n'a pas indiqué la date et la facture. Les codes ISRC sont demandés dans la foulée du mastering. Par contre, il y a un petit pépin avec le distributeur. La commercialisation qui était prévue mi-décembre, finalement, elle est reportée d'1 mois, le 15 janvier 2023. Donc, il y a, je veux dire, une modification des délais. Mais bon, c'est pas très grave. La tournée de l'artiste est organisée et a lieu après l'enregistrement, une tournée relativement standard. Donc,
les fins de délai sont calculées à compter de la date de publication, qui peut être la date de fixation, parce qu'on n'a pas du tout les autres dates, mastering et obtention des codes ISRC. Donc, à partir du 15 janvier 2023, on va calculer les fins de délai de dépenses éligibles. Les fins de dépenses éligibles, c'est 18 mois après la fixation. Donc, 15 janvier 2023 plus 18 mois, ça fait le 14 juillet 2024. Donc, le 14 juillet 2024, c'est le dernier jour pour les dépenses éligibles. Le 15 juillet, l'entreprise elle va commencer à réaliser son dossier de demande d'agrément définitif. Si elle a fini ses dépenses avant, elle peut commencer son dossier avant la date, il n'y a aucun souci. L'important, c'est que l'œuvre a été au moins commercialisée, que l'entreprise ait terminé ses dépenses. Et elle va transmettre le dossier de manière à ce qu'il soit agréé. L'agrément définitif devant être obtenu au plus tard le 14 janvier 2024 dans le cadre d'un comité d'experts. Donc, si on se base sur un calendrier relativement similaire à celui qui est en fonctionnement, si elle a fini ses opérations le 14 juillet 2024, il y a un comité en septembre et un comité en novembre. Elle pourra déposer un dossier dans le cadre de ces comités d'experts et obtenir l'agrément définitif. Donc, sur un projet qui va jusqu'au bout de la période de dépenses éligibles, ça fait un delta de 6 mois en gros pour faire le dossier et obtenir l'agrément définitif. Je conseille de couper la poire en deux. 3 mois pour faire le dossier avec votre expert comptable et 3 mois pour que nous, on le traite et qu'on le présente et que vous obteniez derrière l'agrément définitif. Alors, ultime rappel, les délais sont prévus par la loi. On ne peut pas faire d'exception. Si on fait une exception à la loi, la loi elle est fragilisée et si on fait tout le temps des exceptions, il n'y a plus de crédit d'impôt derrière. Alors, enfin, pour obtenir le crédit d'impôt, donc ça, c'est la partie purement fiscale. Donc, vous demandez le crédit d'impôt auprès des services fiscaux de rattachement. Ça se fait généralement au moment du dépôt de gage fiscal. Vous joignez un CERFA de déclaration spéciale qui accompagne la copie de notification d'agrément provisoire et agrément définitif s'ils ont été délivrés. Si vous avez plusieurs déclarations à faire, il n'y a pas de souci. Vous avez un formulaire récapitulatif aussi qui fonctionne. C'est le 2079 DIS-RSD pour ça. Vous pouvez télécharger ces formulaires-là sur le site des impôts. Vous allez sur impôts.gouv.fr. Il y a une fenêtre de recherche. Vous tapez crédit d'impôt phonographique. Vous avez sur la partie centrale tous les textes juridiques, à moins qu'ils aient encore changé de site, mais bon, je crois que ce n'est pas le cas. Et sur la partie droite, vous avez tous les formulaires qui existent en rapport avec ce crédit d'impôt. Donc, pour le demander, pour le rembourser, s'il y a eu du trop perçu, voilà. Donc, vous pouvez théoriquement bénéficier dès la fin du premier exercice fiscal qui suit la délivrance de l'agrément provisoire, vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt dès cette année-là. Alors, on déclare les dépenses qui ont eu lieu l'année antérieure, c'est-à-dire que sur un agrément qui a été délivré en 2022, vous avez des dépenses de 2022, au moment de votre gage fiscal en 2023, vous allez déclarer les dépenses de 2022. Et si vous avez un enregistrement dont les opérations se déroulent sur plusieurs années, 3, 4, ça arrive, 4 c'est plus rare, mais généralement c'est 2 ou 3 ans, vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt sur 2 exercices consécutifs ou non consécutifs en fonction des aléas qui peuvent arriver. Alors, ce que je vous disais au moment sur les dépenses éligibles et les montants, donc le taux il est à 40%, il est majoré à 40% depuis janvier 2021. Si vous avez des vieux agréments encore en circulation et en cours d'usage, le taux pour eux il reste à 30%.
Et il faut penser à envoyer une déclaration, les copies des déclarations au CNM. À mon intention, et bien conserver une copie, parce que vous pourriez en avoir besoin. Alors, nous, c'est important d'avoir les déclarations parce que ça permet au CNM de défendre le crédit d'impôt et son maintien au moment où on doit proroger le crédit d'impôt. Pour l'instant, le crédit d'impôt, il fonctionne pour des dépenses jusqu'en janvier 2024. Pour après, on ne sait pas ce qui va devenir. Et à partir de cet été, eh ben, on va commencer à travailler pour avoir des billes pour pouvoir défendre le crédit d'impôt et son maintien. Et si possible, de même nature qu'il est aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois qu'il y a quelques questions dans la conversation. Alors, la symphonie de poche. Nous avions pour l'exercice 2020 prévu la déduction des aides solidarité Covid au prorata sur le modèle du CISV. Y a-t-il moyen de faire auprès des impôts une rectification en notre faveur pour cet exercice 2020? Alors, pour l'instant, sur ces dépenses-là, je vous disais, on a un problème au niveau de ce type de subvention, de savoir si ça a été si c'est du déductible ou pas. Donc, on attend des nouvelles de Bercy pour éclaircir l'affaire. Il est possible de faire valoir un droit à l'erreur d'un point de vue fiscal de manière générale. Si l'État ne respecte pas sa communication, on a un petit souci. Donc, si vous pouvez peut-être, oui, en toute fin, rembourser. Une fois qu'on aura la réponse, on va communiquer dessus directement et par l'intermédiaire des différents organismes professionnels du secteur. Ok. Alors, autre question, Caroline Catron. Concernant le coût définitif de l'opération, s'agit-il de toutes les dépenses ou seulement des dépenses éligibles au CI? Alors, le coût définitif de l'opération, c'est à la fois dépenses éligibles plus dépenses non éligibles, moins, c'est ça en fait, et à cela vous ajoutez pardon, je vous dis une bêtise. Oui, c'est toutes les dépenses normalement, et c'est soit le total de toutes les dépenses, voilà. Ça, l'œuvre vous a coûté tant, soit c'est uniquement les dépenses éligibles. Je fatigue, moi, je vous dis une bêtise. Non. Excusez-moi, c'est par rapport au document comptable certifié là, qui est l'agrément définitif. Oui, je sais. Voilà. Pardon. J'ai pris qu'un seul thé ce matin, ça doit être la raison. Donc, non, en fait, vous faites vos totals normalement. C'est total des dépenses éligibles plus total des dépenses non éligibles. Donc, ça vous fait un total dépenses, en gros. À cela, vous retirez votre plan de financement. Et votre plan de financement, c'est comment vous avez je ne sais pas, si vous avez un cas de coproduction et que votre coproducteur, il vous a versé X euros pour faire du travail de ceci ou cela. Vous avez obtenu une aide de société privée pour ça. Vous avez obtenu des aides publiques qui sont déductibles. Donc, ça, c'est votre plan de financement. Et donc, le coût définitif, c'est le coût de ce que ça vous a coûté, moins le financement. Ok, donc c'est le budget, au final, le budget de la production avec le financement d'un côté et puis toutes les dépenses, donc éligibles et non éligibles de l'autre. C'est ça, oui. Et du coup, dans la présentation, vous préférez qu'on le présente de cette manière-là, d'abord les dépenses, d'un côté les dépenses éligibles et après les dépenses non éligibles, plutôt qu'un budget qui suivrait le plan comptable, par exemple. Attendez un instant, je vais... Ce que vous faites un mail, et tous, hein, si vous voulez, et vous me dites quand vous avez eu des agréments, pour savoir si... Parce qu'en fait, j'ai des outils qui permettent de présenter le document comptable certifié, avec même un espace pour la certification.
Donc, je vous enverrai ça par mail. C'est une sorte de tableau que j'ai fait où vous pouvez tout indiquer. Bon, il est très orienté. Je crois que je n'ai laissé que les dépenses éligibles, mais vous pouvez très bien parce que j'ai des cas d'entreprise où il n'y a que des dépenses éligibles et un peu de financement à côté, mais pas du tout de dépenses non éligibles. Ok. Ouais. Merci. Alors, encore une question donc, de la Chapelle Harmonique. Dans le cas d'un enregistrement sur plusieurs années, si le crédit d'impôt n'a pas été demandé à la fin du premier exercice, est-il possible de rattraper l'ensemble à la fin de l'enregistrement? Oui, vous pouvez très bien le faire. A priori, c'est possible. Ça arrive très régulièrement sur des entreprises qui demandent leurs premiers agréments. Elles préfèrent être à l'aise sur toute la partie administrative de départ et pour éviter les erreurs, parce que les impôts, ils font peur. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire. C'est accepté. Hein. Il y a plein de manières de déclarer. Moi, je vous indique juste ce qui est indiqué par les services fiscaux, mais c'est pas obligatoire. Enfin, pas par les textes. L'application commune, elle peut varier légèrement. C'est pas problématique. Okay. Alors, dernière question dans la conversation de Charlène. Est-ce qu'on peut avoir des dépenses éligibles de développement avant la date de fixation? Par exemple, un concert alors que le mastering n'est pas encore fait. Oui, c'est possible. Alors, faites bien attention à bien déposer votre dossier si vous voulez faire entrer votre concert avant la date de l'enregistrement ou du mastering. C'est pas problématique. Il n'y a pas d'obligation de calendrier particulier. J'ai des cas de concerts qui permettent de préparer l'enregistrement, de se dire finalement ce morceau il va jamais bien passer sur un album parce que finalement on l'aime pas. Enregistrement de l'album, sortie de l'album, reconcert, clip, voilà. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à lever votre main et à prendre la parole directement. Je remets le partage un petit peu pour juste vous ayez mes coordonnées. Ah, on le voit déjà. Voilà. C'est bon. Donc, principalement par mail, mais vraiment, quand je dis de préférence, c'est vraiment très, 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 très souhaitable parce que par téléphone, j'arrive pas à trouver le temps. Je mets une permanence le vendredi, mais ces derniers temps, je vais couper parce que j'ai trop de retard. On a une personne qui est venue nous aider, on va peut-être en avoir une deuxième parce que c'est pas suffisant tellement on a Enfin, là, on en est à traiter les dossiers qui sont arrivés le 4 avril. Donc, si les rendez-vous téléphoniques et autres, c'est trop compliqué pour nous au niveau de la gestion du temps. Donc, tout par mail. Avant toute chose, s'il vous plaît, lisez bien les textes de référence que je vous ai mis en amont. Parce que sinon, si vous ne lisez pas les textes, vous ne serez jamais à l'aise avec le crédit d'impôt phonographique. Ok, alors j'ai une question qui vient d'arriver. Peut-on avoir la copie du document de présentation Vous l'aurez, oui. Je vais corriger les 2-3 fautes que j'ai faites, ça et là. Parce que j'ai quand même fait sauter un expert, je ne sais pas comment j'ai fait mon coup. Voilà. Et je vous la renvoie dans la journée. Très bien. Dans ce cas-là, vous pouvez me l'envoyer. Oui, je vous l'envoie par mail et puis. Je le transférerai à l'ensemble des participants. Alors, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne crois pas. Écoutez, France. Ah, si ça arrive. Donc, est-il possible d'inclure directement l'outil budgétaire à cet email? Qu'est-ce que vous appelez l'outil budgétaire? Je pense que c'était le document dont vous parliez tout à l'heure. Oui, oui, je pourrais. Je vous mets 2 versions.
La version avec les dépenses en vigueur au 1er janvier 2021 et celles qui sont plus anciennes, en fait. En gros, c'est juste une ligne en plus avec les dépenses de clé. Merci beaucoup. Ah, petite chose utile. Il y a des aides maintenant qui sont aides CNM, qui étaient des aides FCM, etc. Quand le FCM existait encore, c'était des aides qui n'étaient pas publiques. Donc, ces aides-là ne sont pas à déduire. Par contre, depuis que ce sont des aides CNM, ce sont des aides déductibles. Ok. Très bien. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir clôturer, sauf si quelqu'un veut poser une question maintenant. Alors, effectivement, il y a une question. Est-ce que les aides de la MMC sont déductibles? De là? Pardon, je n'ai pas entendu. C'est la maison de la musique contemporaine, je pense. C'est quoi le statut de la maison de la musique contemporaine? Je crois que... je crois que c'est... Je vous avoue, je ne connais pas très bien cet établissement. Moi non plus. Donc, si c'est un établissement public et que c'est une aide en rapport avec les dépenses éligibles au crédit d'impôt phonographique, dans ce cas-là, il faut déduire. Mais si ce n'est pas un établissement public, ce n'est pas nécessaire. D'autres questions, même avec le micro, hein, je prends. Alors, il y a une précision sur la MMC, fondée par le ministère de la Culture et la SACEM et dirigée par... Oui, c'est le ministère et la SACEM. Ouais, ça peut... C'est public, ouais. Enseignement FCM. Si, il faut regarder les statuts exacts de la MMC pour voir. Je ne peux pas vous répondre comme ça. Alors, une question de Christine Henry. Si on avait reçu une aide du FCM avant la création du CNM, mais que le versement a été fait par le CNM, cette aide est-elle déductible? Si c'est le CNM qui l'a versé, je crains que oui. Ok. Très bien. N'hésitez pas à prendre la parole, c'est maintenant ou jamais pour ce temps d'échange. Vous êtes timide? Non, mais on a juste à dire merci. Oh, c'est gentil. Et c'est surtout très clair de la part de Nicolas. Bon, j'en profite pour dire bonjour à Erwan, qui était quand même mon voisin de bench. Excuse-moi, juste le temps de réactiver le micro. Bonjour France. Ça va? Comment ça va? J'espère que ça passe toujours bien au CNM. Ouais. Eh bien, super. Et merci en tout cas pour cette présentation. Ça aurait été utile à pas mal de monde, j'ai l'impression. Ok, écoutez, je pense qu'en tout cas, on va pouvoir clôturer ce temps de présentation, sauf peut-être si France, vous voyez autre chose peut-être à ajouter en dernière minute. Et puis, si vous avez une question aussi parmi les participants, n'hésitez pas, c'est maintenant ou jamais. Non, c'est par mail. Si c'est des questions qui sont plutôt d'ordre particulier, il n'y a pas de souci, hein, je comprends, il n'y a aucun souci.
Bon, bah, super. Merci beaucoup, France, Voilà. en tout Il cas. faudra juste être un peu patiente pour répondre aux mails parce que aussi, j'en reçois de plus en plus et pas que des dossiers. Donc, voilà. Ok, très bien. Ah, c'est une petite chose par rapport au courrier de notification d'agrément. Avec la dématérialisation, on a pris énormément de retard sur certaines choses. On a remodifié complètement nos courriers et pour qu'ils partent de manière automatique en pressant sur un bouton. Et on a refait valider nos modèles qui ont le temps que ça soit validé par tout le CNM, ça a pris du temps. Donc les comités de novembre 2021, janvier, mars et mai ne sont toujours pas partis. Je m'en excuse. On est en train de finaliser la partie purement technique avec l'informatique et j'espère qu'avant la fin du mois, ça sera fait. Voilà. Et pour ceux qui sont concernés, toutes mes excuses. Bon, bah, bonne journée à tous. Très bien. Et ben, merci encore pour cette présentation. Merci à tous et toutes d'être venus. Et puis, bah, à très bientôt. On vous tiendra au courant dès que le replay sera disponible et puis on vous enverra les éléments que France nous enverra. Voilà. Merci à tous. Une bonne journée, merci. Bonne journée. Au revoir. Merci France, merci à tous.